Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes en direct et nous sommes le lundi 29 février et une pensée particulière aux gens qui sont nés un 29 février et qui fêtent leur anniversaire tous les 4 ans. Vous le savez, pendant 60 minutes, nous allons essayer de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir avec les invités qui ont accepté d'être avec nous sur le plateau. Professeur Ali Tahri, vous êtes président de la Société marocaine de cancérologie. Merci d'être avec nous ce soir. Professeur Najib Bourras, vous êtes cancérologue, président de l'Association de cancérologie du Sud. Et enfin, docteur Anwar Cherkaoui, vous êtes président de l'Association marocaine d'information médicale. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. 15 milliards, c'est le nombre de cigarettes qui se consumeraient chaque année au Maroc. Et à ce propos, le week-end dernier a été dédié à la lutte contre le tabagisme à travers 2 événements. Le premier, le 5e colloque d'oncologie thoracique qui s'est tenu ce samedi à Marrakech et où un dernier ouvrage sur la cancérologie thoracique a été présenté. Nous en parlerons dans quelques instants. L'autre à Rabat, le même jour, a consisté en une journée d'études consacrée à la lutte contre le tabagisme à la commission des secteurs sociaux de la Chambre des représentants. Une mobilisation donc pour un phénomène très préoccupant. Les chiffres présentés par le ministre de la Santé sont en effet choquants. 8% des décès au Maroc sont dus au tabac, 75% des cancers du poumon sont dus à la consommation de tabac, 10% des garçons âgés entre 13 et 15 ans sont fumeurs, 7% pour les filles. Autant de chiffres qui nous poussent à nous interroger sur les dangers liés à la cigarette, ainsi que sur les politiques de prévention qui devraient être mises en place pour endiguer ce phénomène. Danger du tabac. Quelle prévention? C'est le titre de l'émission de ce soir. Il tue la moitié de ceux qui en consomment le tabac. Une personne environ meurt toutes les 6 secondes à cause de ce fléau. C'est l'une des plus graves menaces qui pèsent sur la santé publique mondiale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie du tabagisme tue près de 6 millions de personnes chaque année. Plus de 80% du milliard de fumeurs dans le monde vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Selon une étude menée sur l'impact de la cigarette sur l'espérance de vie entre 1980 et 2010, 20% de la mortalité totale des adultes dans 63 pays analysés sont liés au tabagisme. Chez l'adulte, le tabagisme augmente d'environ 25% les risques de cancer du poumon, sans oublier les cancers des lèvres, la bronchite chronique et les maladies pulmonaires obstructives. Chez les enfants, l'exposition à la fumée du tabac augmente le risque de mort subite du nourrisson, d'infections respiratoires, d'otite et d'asthme. À côté de la cigarette traditionnelle, l'OMS relève un nouveau défi, l'e-cigarette. Elle a été présentée initialement comme un substitut pour l'arrêt du tabagisme, mais elle ne présente pas un avantage particulier pour cesser de fumer. C'est en tout cas la conclusion des travaux publiés dans le Journal of the American Medical Association de 2014. Les effets de l'e-cigarette sur la santé des vapoteurs sont encore peu connus, mais les spécialistes s'accordent sur sa nocivité. Selon le dernier ouvrage marocain sur le cancer bronchopulmonaire, la Haute Autorité de la Santé aux États-Unis, les équipes de recherche au Japon et enfin l'OMS tirent la sonnette d'alarme. Bien, messieurs, alors ce soir, vaste programme que le sujet de la cigarette, bien entendu. Nous allons faire un état des lieux pour savoir aujourd'hui au Maroc où est-ce que nous en sommes, quel impact a le tabagisme au Maroc, surtout quels sont les mécanismes de prévention qui sont mis en place et est-ce que cela est efficace. Mais avant cela, j'en parlais dans mon introduction, vous avez tous participé à un colloque où justement un livre a été présenté sur le cancer. Alors on ne va pas aller dans les détails très techniques, mais en gros, ça a été coordonné par vous-même, avec la participation d'un pool de médecins. Et puis c'est une première, vous nous l'avez dit, c'est pas un bouquin qui est dédié à la vente, hein, il va être distribué. Voilà, donc vous allez nous expliquer. En gros, ce qui nous intéresse dans ce livre, c'est de savoir s'il en était besoin, encore une fois, de quelle manière le cancer du poumon est lié au tabagisme. Alors, est-ce qu'on a besoin encore, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une vraie question, c'est vrai que je vous pose en premier, de prouver que le cancer du poumon est lié au tabagisme. Est-ce qu'il y a encore des sceptiques? Non, en fait, le bouquin dont vous avez parlé parle en fait des différents moyens diagnostiques et thérapeutiques et leur actualité.
Elle parle aussi, bien sûr, des dangers de la cigarette. Et l'actualité, en fait, c'est la cigarette électronique parce que là, elle est devenue un phénomène vraiment à la mode et qui est vraiment dangereux. Et on tire, en fait, la sonnette d'alarme sur cette dangerosité aussi. Et c'est-à-dire, c'est un bouquin qui est créé par des auteurs marocains et français, par des binômes, et qui est destiné plus aux thérapeutes qu'à la population générale pour en fait mettre leurs connaissances à jour. Alors on reviendra sur la cigarette électronique parce que ça aussi c'est un gros paquet. Mais aujourd'hui, je vous posais la question, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des sceptiques, parce qu'on en entend encore aujourd'hui, sur les causes? Est-ce qu'on peut revenir et souligner la relation de cause à effet entre le tabagisme et le cancer du poumon? On a eu des chiffres là dans le reportage de Manal Akhdari et dans ceux que je vous ai donnés. Vous savez, il y a plusieurs études qui montrent de façon franche et claire que la cigarette ne donne pas uniquement le cancer du poumon, mais d'autres pathologies très graves, notamment l'infarctus du myocarde, notamment une chose qui est très grave et on en voit encore à l'hôpital, c'est ces gangrènes et des amputations. C'est des choses, venez à l'hôpital Avicenne, un service de chirurgie vasculaire, il y a des hommes de 50, 55 ans, 60 ans qui sont hospitalisés. Pourquoi? Il y a un film, je pourrais même vous l'apporter, qui montre lorsqu'une personne tire sur sa cigarette, il y a notre vaisseau sanguin, l'artère qui se rétrécit. C'est clair et net. Et à force de se rétrécir, il devient petit, donc le sang ne passe pas, donc le pied n'est pas irrigué, il meurt, et c'est la gangrène et l'amputation. Donc pour les sceptiques, il n'y a plus ni de scepticisme, c'est clair, la cigarette, elle n'est pas grave, elle tue. Alors si on devait faire un état des lieux ici au Maroc, j'ai donné des chiffres qui ont été donnés par le ministre de la Santé. 75% des cancers du poumon sont dus à la consommation de tabac. 8% des décès au Maroc sont dus au tabac. Est-ce qu'on est dans une situation alarmante par rapport à un phénomène mondial ? Oui, c'est d'autant plus alarmant que la relation du cancer du poumon avec le tabac, elle est prouvée non seulement chez les fumeurs, mais en cas de tabagisme passif, c'est-à-dire en cas d'exposition passive à la fumée de tabac. Les chiffres sont alarmants pour le Maroc pour deux choses. D'abord parce que la consommation, on est parmi les premiers pays qui consomment les cigarettes dans la région méditerranéenne. Deuxièmement, lorsqu'on fait, les études qui ont été faites a prouvé qu'il y a pratiquement 60% d'exposition passive à la fumée de tabac dans les lieux publics. Il y a pratiquement 17% dans les lieux de travail et 27% dans les lieux, donc dans les foyers familiaux. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce que on ne fume pas seulement pour attraper le cancer, mais également pour transmettre une maladie à d'autres personnes. Et malheureusement, dans ce cas-là, le seul moyen, c'est d'être intransigeant, c'est de développer des lois qui obligent les gens à respecter les autres. On peut donc attraper un cancer par le tabac soi-même, mais on ne doit pas, on n'a pas le droit d'exposer les autres personnes à cela. D'autant plus qu'on observe malheureusement, avec l'occidentalisation de la population marocaine, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants, de filles et de garçons qui commencent à fumer. Donc l'âge de tabagisme devient de plus en plus faible, sachant que le risque de cancer augmente avec la consommation, avec l'âge de tabagisme, l'âge de début de tabagisme et avec la durée d'exposition au tabac. Donc ça, c'est des éléments qui sont prouvés. Il n'y a pas seulement que le cancer, il y a d'autres maladies qui sont liées au tabagisme. Il y a les maladies cardiovasculaires, comme ça a été dit tout à l'heure par Anouar. Il y a aussi les problèmes respiratoires. Il y a des exacerbations d'asthme. Chez la femme, il y a une diminution de la fertilité. Il y a une relation entre la pilule et le tabac pour les maladies, les thromboemboliques, les maladies cardiovasculaires. Donc il y a énormément de risques lorsqu'on prend la décision de fumer. Et ça, c'est un élément extrêmement important à mettre à jour au niveau de la population. Alors, juste pour refaire un état des lieux, vous avez bien dit là tous les types de... Parce que c'est vrai qu'on fait tout le temps cette association cancer du poumon, vous avez bien dit, il y a d'autres types de pathologies. Est-ce que ça, vous nous avez listé un certain nombre de pathologies? C'est non exhaustive. Oui. Il y a l'impuissance. Les gens n'en parlent pas, mais les fumeurs sont des vrais impuissants. Il faut dire, tu parles de l'impuissance sexuelle. Bien sûr, on parle bien sûr, bien évidemment, d'impuissance sexuelle. Il y a le cancer du sein, maintenant qui est incriminé, le cancer du col utérin, le cancer du pancréas. Bref, un tas de pathologies
et la liste n'est pas finie. Et là, on a des relations de cause à effet, c'est-à-dire on a exposé des gens au tabac et d'autres qui ne sont pas fumeurs. Et avec le temps, on a vu qu'ils se développent cette maladie. C'est-à-dire, c'est prouvé scientifiquement, il n'y a pas de sceptique, il n'y a pas. C'est-à-dire, il faut être vraiment, il faut se leurrer et c'est-à-dire ne pas voir c'est-à-dire en face pour dire que la cigarette pourrait ne pas être nocive. Vous savez, l'addiction fait que beaucoup de gens se cachent derrière un écran de fumée. Je voudrais ajouter une étude marocaine qui le dit, et je cite: la cigarette, c'est une porte royale qui mène à la drogue et à tous les dérivés. On commence par la cigarette simple, et puis on est tenté par d'autres drogues. C'est des études qui l'ont montré au Maroc et ailleurs. Bon, alors, la situation, on reviendra là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quand même un autre volet. Non, mais c'est aussi un raccourci qui peut être, on va dire, considéré comme facile, hein, entre la cigarette et passer à d'autres addictions. Non, mais bien sûr, mais à d'autres addictions. Mais aujourd'hui, je reviens juste sur le Maroc, parce que c'est un phénomène qui est mondial. Si on prend, on évalue à plus de 1 milliard de personnes qui fument dans le monde. C'est 1/7 de la population mondiale, c'est énorme. Les chiffres qu'on a au Maroc, est-ce que, vous l'avez bien dit, on est premier au niveau de la zone MENA, mais est-ce que les chiffres qu'on a chez nous devraient nous faire sonner encore plus tirer la sonnette d'alarme encore plus qu'ailleurs. Vous nous l'avez dit, on va parler de la prévention, mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que la tendance, on voit bien avec l'âge de plus en plus jeune de la première cigarette fumée, est-ce qu'aujourd'hui on est dans une situation alarmante? Alors dans le registre de cancer, on a 2 registres au Maroc, un registre de population qui est de la région de Grande Casablanca, c'est-à-dire si on extrapole les chiffres, on est à peu près à 8 000, 10 000 cas de cancer du poumon. Par an, si ça ne peut pas choquer. C'est-à-dire que c'est un chiffre vraiment énorme qui représente pratiquement 20% des cancers. Et il faut savoir un truc très important, c'est que le cancer du poumon, c'est le cancer le plus mortel. 1/3 des cancers est le plus évitable. Parce que 90% sont liés au tabac. Rien que ce matin, j'ai vu une dame qui n'a jamais fumé, mais qui était dans une enceinte close, c'est-à-dire qu'elle travaillait dans un bureau avec 2 fumeurs. Eux, ils n'ont pas eu le cancer, mais la pauvre, il a eu un cancer. Et il faut savoir que ce cancer, quand on le voit, malheureusement, dans plus de 90% des cas, il est localement avancé. Et c'est des malades qui ont des survies vraiment très faibles. C'est-à-dire qu'il est vraiment très, très méchant et fatal. Et d'un point de vue statistique? Statistiques, vous avez donné des chiffres. Des chiffres, il y a 7 millions de fumeurs au Maroc, dont 500 000 sont des mineurs. Pour les statistiques, ça a été dit, on commence à voir beaucoup de femmes qui fument au Maroc. Si vous faites un tour dans les écoles marocaines, à la porte des écoles, des enfants de 15 ans fument. En termes de statistiques, et je donnerai peut-être une image. Est-ce qu'on a des statistiques fiables? C'est ça la question qu'on a. Est-ce qu'on a des remontées? Là, vous parlez on a des registres par rapport au nombre de cancers qui remontent, qui nous permettent d'avoir une vision. Mais les chiffres qu'on a, est-ce qu'on a un suivi clair, net, précis, où on sait à peu près combien les jeunes, je parlais de la première cigarette, à quel âge on la fume, de quelle manière, quel type de cigarette, on connaît tout ça? Mais bien sûr, il y a une étude qui a été faite par la Fondation Melda Selma de prévention et de lutte de cancer, qui montre ceci au milieu professionnel, au milieu scolaire, et qui montre ces chiffres et qui montre qu'il y a, j'allais dire, une augmentation effrénée de la cigarette dans toutes les franges de la population, hommes, femmes et enfants. Il y a des études, bien sûr. Il n'y a pas que des statistiques, il y a aussi des actions qui sont menées par la Fondation. Il y a aussi des programmes et des projets qui ont été mis, et des labels, et des chartes pour la lutte contre anti-tabac. Malheureusement, ce qui bloque chez nous au Maroc, c'est le facteur législatif. On est très très en retard par rapport aux pays méditerranéens. Et si on ne fait pas maintenant, si on n'agit pas rapidement pour lutter contre ce fléau, on va avoir des chiffres qui sont alarmants. On a pratiquement actuellement dans les 8000 nouveaux cas de cancer du poumon par an au Maroc. Et sur ces 8000, il y a pratiquement 7500 qui décèdent par an. Donc il y a une mortalité effroyable. Et alors que le cancer du sein est le premier cancer pourvoyeur donc, chez la femme, on a pratiquement la mortalité du cancer du poumon qui est plus élevée que le cancer du sein. Parce que le cancer du sein, on arrive à agir, et le cancer du poumon, malgré tous les progrès dont on a parlé lors de la réunion du samedi dernier, il y a eu des progrès énormes en chimiothérapie, en radiothérapie, en matière de chirurgie. Malheureusement, tous ces progrès sont limités par le diagnostic. C'est un cancer qu'on diagnostique souvent très tardivement. Lorsqu'on le diagnostique au Maroc, il y a 10% de malades qui sont diagnostiqués au stade
curatif, c'est-à-dire on peut les guérir. Les 90%, tous c'est des malades que malheureusement on ne fait que du palliatif. On essaie d'améliorer la qualité de vie, on essaie de prolonger la survie. Et donc on n'arrive pas. Et même à l'échelle mondiale, il n'y a pas de programme de dépistage fiable. On ne fait pas de dépistage de cancer du poumon. Le seul moyen de réduire la mortalité du cancer du poumon, c'est d'éviter de fumer. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la cigarette électronique. On va parler de la prévention et de ce qui cloche au Maroc, hein, parce que c'est vrai qu'il y a le culturel, il y a la prévention, il y a la campagne, il y a les campagnes anti-tabac. Est-ce qu'il y a le juridique, hein, on va en parler de cette loi anti-tabac. J'avais d'ailleurs sur ce plateau la semaine dernière Claude Évin, qui était le ministre français qui avait lancé la loi Évin sur l'interdiction du tabac. On y reviendra. Mais la cigarette électronique, vous nous l'avez dit. D'ailleurs, c'est un des sujets, un des chapitres qui est traité dans ce livre. La relation, aujourd'hui, la dangerosité de la cigarette électronique, ça a suscité de grands débats. Alors soit on dit, il vaut mieux fumer la cigarette électronique que fumer une cigarette normale, avec le problème que les nouveaux fumeurs qui commencent à fumer la cigarette électronique, qui vont ensuite... Alors là, on est dans une espèce de... après, on a beaucoup de complotistes derrière qui disent, mais c'est l'industrie du tabac qui veut pas que la cigarette... Alors où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a aujourd'hui, de manière claire, pour les gens qui nous regardent, et les vapoteurs, comme on les appelle comme ça, est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'on a des études claires qui montrent la dangerosité? Et surtout, est-ce que c'est plus néfaste ou c'est moins néfaste de fumer la cigarette électronique qu'une cigarette normale? Alors, la cigarette électronique, le grand dilemme, c'est que c'est pas réglementé du tout. Vous pouvez le trouver chez l'épicerie, dans des magasins, n'importe où. Vous parlez du Maroc. Hein, du Maroc. Chez nous. Et de ce fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que vous pouvez trouver énormément de marques, de produits. Et en fait, la toxicité dépendra de liquide qu'on appelle du produit. Le produit qui va en fait dégager de la fumée une fois en combustion. Et donc ce produit-là, moi je me suis amusé à acheter quelques liquides et il n'y a rien dedans. C'est-à-dire il n'y a aucune idée sur la composition. Et en fait, cette composition est très très importante puisque c'est elle qu'elle va en fait... Et on sait d'où ça vient? On sait même pas d'où ça vient? On ne sait pas d'où ça vient. La majorité vient de Chine. Vous savez plus que moi, c'est-à-dire la dangerosité parfois de ces produits chinois. D'ailleurs, une étude a été faite que ça peut être létal, c'est-à-dire fatal pour les enfants qui boivent ce liquide. D'ailleurs, je demanderai, c'est-à-dire aux personnes de faire très très attention aux gamins, c'est-à-dire aussi ils ont des enfants, s'ils boivent ce produit-là, ils peuvent mourir et ça a été publié. Et la deuxième chose, ça a été vendu la première fois, puisqu'il faut savoir qu'il y a du marketing derrière, ça c'est vrai par contre, et que comme un moyen pour le sevrage tabagique. Et comme ça a été bien dit sur le reportage, plein d'études très sérieuses montrent que ça ne réduit pas, c'est-à-dire le tabagisme, ou ça n'aide pas au sevrage tabagique, tout simplement parce que c'est un problème comportemental. Ça, on en a parlé beaucoup samedi, et il y a toujours la gestuelle qui est là. Et en fait, là, on va parler comment on peut prévenir, mais c'est pas du tout, la cigarette électronique n'est pas du tout un moyen pour la prévention. Les études de l'OMS, pleines d'universités très sérieuses, ont montré sa dangerosité, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est interdit, comme le tabac d'ailleurs, dans les lieux publics dans les pays européens. On a du mal à avoir une vision là-dessus, parce qu'il y a des études qui sont des études très sérieuses, mais qui sont à la fois contradictoires. On a des études de l'université de Boston qui, elle, dit surchauffer une cigarette électronique serait 5 à 15 fois plus toxique qu'une cigarette normale. Par contre, il y a d'autres études qui diraient les cigarettes pourraient aider au sevrage. Aujourd'hui, on n'a pas assez de recul. Hein. Ça a été inventé au début des années 2000. Hein. Ça a été introduit en 2008. Vous le dites très bien. Ouais. On n'a pas suffisamment de recul. Ça, c'est important. Et puisqu'il n'y a pas suffisamment de recul, donc il faut prendre en considération toutes les études qui viennent de sortir et qui parlent de la dangerosité de la cigarette électronique. Un premier point. Deuxième point, moi, il y a un aspect qui me dérange, c'est ce que j'appelais sur le plan sémantique. Ça s'appelle e-cigarette, donc d'emblée cigarette, donc ça ne permet pas d'échapper à la cigarette traditionnelle. Ça d'un côté. Et je voudrais insister sur un phénomène très important, et ça a été dit pendant le colloque de Marrakech par un grand de nos maîtres, professeur Bellaoui, qui est pneumologue. C'est l'aspect dont a parlé le docteur Tahri. Il y a l'aspect addict, par rapport à la nicotine, mais surtout il y a l'aspect comportemental gestuel. Donc il y a les enfants, les jeunes qui imitent les grands par ce geste, et que ça soit la cigarette traditionnelle ou la cigarette électronique, c'est la même chose. Il faut dire que le principe de la cigarette électronique, c'est de faire chauffer à travers une résistance électrique un liquide à vapoter qu'on appelle communément le e-liquide, pour pouvoir dégager une fumée qui ressemble à une fumée à vapoter, ou qui ressemble à la fumée de la cigarette.
Il faut savoir que le problème, ça réside où? Le problème réside dans le E liquide. Qu'est-ce que c'est que ce E liquide? Le E liquide, il contient plusieurs substances chimiques, dont certains ont été classés par l'OMS comme des substances qui sont cancérigènes. C'est la formaldéhyde, c'est l'acétaldéhyde et l'acroléine. Alors, il y a aussi d'autres produits. Mais comme dans une cigarette, on a listé quoi? Plus de 100 produits. Pour la cigarette, c'est 4000 produits, 4000 substances chimiques, dont 60 sont prouvées, chimiquement sont prouvées cancérigènes. Il y a 60 composés cancérigènes dans la cigarette. Je me fais pas l'avocat de la cigarette électronique, mais juste je compare le nombre de substances chimiques qui sont nocives. Il y en a moins dans une cigarette électronique. Les experts qui se sont vraiment approfondis dans cette histoire, il n'y a pas seulement que comparer la quantité, mais comparer également. Enfin, il n'y a pas seulement le nombre, mais également la quantité, le dosage. Il y a pratiquement, lorsqu'on prend le formaldéhyde, c'est un produit qui est cancérigène. Il est contenu dans la cigarette électronique comme dans la cigarette conventionnelle. Mais dans la cigarette électronique, il est 3 fois moins concentré. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Maintenant, il y a aussi le problème qu'a cité tout à l'heure Anouar, c'est la dépendance au tabac. L'historique de la cigarette électronique, ça remonte à 1963. C'est la première fois qu'on a découvert la cigarette électronique. Elle a été brevetée en 1965. Elle a été donnée aux industriels qui l'ont laissé tomber. Et puis la première cigarette commercialisée était en 2003. Et la commercialisation à grande échelle en 2005. Il n'y a que les Chinois qui font les cigarettes électroniques. Jusqu'à récemment, parce que l'industrie du tabac s'est intéressée à ce créneau extrêmement porteur et très juste pour illustrer, les États-Unis, c'est 2 milliards de dollars le marché des cigarettes électroniques. Les cigarettes traditionnelles, c'est 80 milliards de dollars. Alors, pour te citer un chiffre, en 2004, en France, il y a 2 millions de vapoteurs. Actuellement, il y a 2 millions. Et au Maroc, il y en aurait 50 000. Bon, 50 000, c'est des estimations. Oui, malheureusement, au Maroc, la législation est toujours en retard par rapport aux habitudes de consommation. On ne sait pas on n'a pas d'habitude de s'adapter rapidement aux transformations. Il y a eu l'introduction des cigarettes, mais malheureusement, jusqu'à ce jour, est-ce que le ministère commence à s'intéresser à ce problème qui a été d'ailleurs soulevé dans les pays européens et qu'ils ont posé des garde-fous avec des législations qui interdisent donc la cigarette électronique pour les adolescents et qui interdisent dans les lieux publics. Oui. Est-ce qu'on a ça? On n'a pas encore ça. Malheureusement, le problème, c'est pas est-ce que c'est cancérigène ou non, mais elle perpétue. Donc c'est une porte d'entrée pour le tabagique. C'est une porte d'entrée pour le tabagisme, parce que les adolescents, malheureusement, qui veulent commencer donc à rentrer dans le monde du tabagisme. On commence souvent par les cigarettes pour voir comment ça marche, et puis par la suite, avec le taux de nicotine qui va augmenter dans le sang, ils vont commencer à développer donc une accoutumance et passer directement à la cigarette conventionnelle. Et ça, il faut l'interdire. Il faut faire des lois dans ce sens et essayer d'abolir cette habitude-là. Je ne sais pas si on peut carrément enchaîner sur la loi. Alors, on va enchaîner sur la loi. Non, mais c'est vrai qu'avant une loi sur la cigarette électronique, il faudrait déjà faire appliquer celle sur la cigarette, conventionnelle. Alors, justement, parlons de la loi. Une loi qui était censée entrer en vigueur en 1996. On attend les décrets d'application. Alors, cette loi, elle disait quoi? Est-ce qu'on était sur une loi Evin, entre guillemets, voilà, comme ce qui s'est passé en France, qui a bien fonctionné? Beaucoup de résistance au début. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Monsieur Evin, qui me disait, au début, il y avait une résistance, mais au fur et à mesure, ça a été mis en place et ça a été plutôt pas mal respecté. Est-ce qu'il est culturellement impossible chez nous de faire appliquer une loi anti-tabac? Je pose la question. Si vous voulez, avant que je vous réponde sur cet aspect culturel, je poserai une interrogation et je le lierai à un aspect économique. Vous parlez de 1996. Moi, je donne une autre date. Comment ça se fait qu'une loi qui a été adoptée par la Chambre des représentants le 9 avril 1991. Elle n'est, je dirais, promulguée comme loi qu'en 1995. Comment se fait-il qu'on a attendu 5 ans pour qu'elle soit publiée dans le bulletin officiel? Elle n'est pas encore appliquée. J'en arrive. Et nous sommes en 2016. Donc ça fait 25 ans que cette loi existe. Il n'y a pas de décret d'application de cette loi. Et je donne un chiffre. 10,6 milliards de dirhams
par an de l'industrie du tabac. Donc je pose une question, est-ce qu'il y a un lobbying? Moi je comprends que la cigarette puisse faire il y a un puisse lobbying bénéficier mondial de la cigarette. Non, au niveau du Maroc, non, je comprends qu'il puisse faire rentrer de l'argent à l'État marocain, mais moi en tant que médecin, je refuse que ça soit fait aux dépens de la santé Alors des justement, Marocains. avant qu'on continue juste sur la loi, vous avez parlé de coûts, ça rapporte 10,6 milliards de dirhams. Est-ce qu'on sait combien ça coûte le tabagisme, si on devait faire un équilibre? Ce que ça rapporte en recettes fiscales, est-ce que ça coûte d'un point de vue prise en charge médicale? Je donne juste l'exemple du cancer du poumon. Donc, des études qui ont été élaborées par la Fondation Lalla Selma de lutte contre le cancer et des études médico-économiques, donc la dernière qui s'était parue au niveau du CHU de Fès, c'est une estimation du coût de la prise en charge diagnostique et thérapeutique pendant la première année d'un cancer du poumon à environ 40 000 dirhams. 40 000 dirhams. Si on prend par exemple au Maroc 8 000 nouveaux cas, ce qui est estimé dans l'incidence du cancer au Maroc, ça fait environ dans les 400 millions de dirhams. Ça, c'est les coûts directs, mais il y a aussi les coûts indirects, c'est-à-dire l'arrêt de travail. Il y a le décès prématuré, il y a l'entraînement dans la pauvreté et dans toute la famille après le décès. Donc il y a énormément d'implications. Donc si on prend que le coût direct, c'est 400 millions de dirhams. Et encore, on est très loin des chiffres américains parce que ça va jusqu'à 60 milliards de dollars aux États-Unis. Donc c'est des chiffres qui sont extrêmement importants. Si on fait la balance entre les bénéfices, c'est-à-dire ce que ça rapporte à l'État, et le coût pour la population globale et pour la société, je pense qu'il n'y a pas photo. Il faut commencer à réfléchir et à élaborer des lois dans ce sens. Et les appliquer. Là où tu parles d'un coût direct, mais là, il y a des traitements innovants qui coûtent très très cher. Là, on en parle dans le livre. Il y a de l'immunothérapie qui est un traitement... C'est-à-dire qu'ils sont efficaces, mais qui coûtent très très cher forcément. Les 4 cures coûtent dans les 100 000 euros. 100 000 euros 100 000 euros. Alors, c'est des traitements, justement, dans le cadre des 90% qui sont palliatifs. C'est-à-dire, on arrive à donc faire vivre les patients très longtemps avec l'immunothérapie, mais on ne les guérit pas. Et c'est-à-dire, c'est des traitements qui vont être pris pendant très longtemps, et avec un coût extrêmement exorbitant. Et en fin de compte, donc, on a des gens qui ne sont pas très productifs et qui, au contraire, coûtent très cher à la société. Mais il faut le dire, même pour l'immunothérapie, mais pour le cancer du poumon, la survie ne dépasse pas quelques mois, voire... Normalement, la survie médiane, elle est dans les 15 mois, mais elle est en train d'augmenter avec cette immunothérapie, effectivement. Et avec des traitements qui coûtent très très cher. Voilà, très très cher. Alors justement, pour parler de la position du Maroc, il y a une charte, une convention cadre de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé internationale, qui a été ratifiée donc le 22 ou le 27 février 2005. Il y a 180 pays qui l'ont signé. Il n'y a que 20 pays dans le monde qui ne l'ont pas signé. Et vous allez me dire parmi lesquels c'est le Maroc et la Somalie, en Afrique. Qui n'ont pas signé, qui n'ont pas ratifié cette convention cadre dans le monde. Bon. Donc il y a une situation assez... Oui, on comprend, vous allez nous expliquer pourquoi. Mais en gros, ça va nous permettre de revenir finalement à... Bon, vous avez parlé de lobby de l'industrie du tabac. On va revenir à la loi, on va revenir aux différents modes de prévention qui sont mis en place aujourd'hui. La France va devrait dans quelques jours adopter le paquet neutre et avec une augmentation extrêmement massive qui est recommandée par l'OMS. Est-ce que nous, le Maroc, est-ce qu'on peut aller vers ce genre de législation, ce genre d'action, sachant qu'il y a quand même quelque chose que j'ai découvert, c'est qu'on a un paquet, le paquet le moins cher est à, vous savez à combien il est? Non. À 10 dirhams. Alors c'est vrai que quand on parle de... Vous savez, le coût moyen de la cigarette par Marocain, elle est de 22 dirhams par jour. Donc c'est pratiquement 30% du SMIC. Donc c'est un coût extrêmement exorbitant. Si on prend la population générale, combien ça coûte avec le chiffre d'affaires, donc ça coûte 22 dirhams par jour. Mais il y a d'autres actions qui sont très simples. Et je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, on interdisait la vente de la cigarette au détail. Il y avait la fourgonnette de police qui prenait les gens. Aujourd'hui, on fait de la publicité pour la vente de la cigarette au détail dans tous les coins. Donc, c'est à l'État marocain d'interdire ce genre de choses qui facilitent l'accès à la cigarette pour les jeunes. Alors, on parlera de la loi, de la prévention, des mécanismes qui peuvent être mis en place pour baisser la consommation de tabac et surtout chez les jeunes, qui est un problème de santé publique. On fait une petite pause et on revient juste après.
Pourquoi n'arrive-t-on pas à appliquer la loi anti-tabac qui existe, hein, voilà, qui existe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent mais à quand? Mais elle existe, mais elle n'entre pas en vigueur. On attend les décrets d'application. Est-ce que ça sera possible de la mettre en application? Est-ce que les mécanismes de prévention sont suffisants? On regarde un sujet de Manal Al-Ardari. La sensibilisation, un mot-clé dans la lutte anti-tabac dans le monde. Et le Maroc n'échappe pas à la règle. Le mois dernier, des associations ont lancé un appel au siège de la Chambre des représentants pour la mise en place d'images choquantes pour lutter contre le tabagisme. L'Alliance marocaine de lutte contre les drogues, la Ligue marocaine de lutte contre le diabète, l'association Stop Tabac et la Ligue marocaine contre la tuberculose se sont toutes mobilisées. Elles exigent des photos de malades du cancer sur les paquets de cigarettes et l'adoption d'une forme et couleur unique à l'exemple de ce qui est fait dans d'autres pays. Selon le ministère de la Santé, chaque année, 8% des décès au Maroc sont dus à la consommation du tabac, 75% des victimes du cancer du poumon et 10% des morts causées par des maladies respiratoires sont dues au même fléau. Dans le Royaume, la prévalence du tabagisme est estimée à 18% chez les Marocains âgés de 15 ans et plus, avec près de 41% de la population exposée au tabagisme passif selon la fondation Lalla Salma de lutte contre le cancer. Le Maroc est ainsi l'un des plus grands consommateurs de tabac dans la zone méditerranéenne avec plus de 15 milliards de cigarettes par an. Mais le Maroc est aussi le premier pays à avoir élaboré une loi contre le tabagisme au niveau régional en avril 1991. Entrée en vigueur en 1996, la loi 1591 interdit le tabac dans certains lieux publics, la propagande et la publicité au profit du tabac. Aujourd'hui, plusieurs associations appellent à la surtaxation de cette industrie pour lutter contre ce fléau. Le Royaume-Uni et la Finlande ont porté à 82% les taxes sur les cigarettes. La surtaxation a atteint 80% en France, 83% en Jordanie et 75% en Tunisie. Alors, la loi, est-ce qu'un jour, vous êtes optimiste, est-ce qu'elle va passer, en tout cas être appliquée, et est-ce qu'elle est applicable? Parce que ça, c'est aussi, il y a une notion de culture. Après, on parlera du prix et de l'impact du prix qui fait l'objet d'études très, très sérieuses de la part de l'OMS, qui fait des recommandations au niveau mondial. Moi, je pense qu'il est applicable. On prendra l'exemple de la France, qui est un pays très proche de chez nous, où il y avait beaucoup de résistance initialement. Mais là, il faut vraiment sévir. Il faut faire des amendes, de fortes amendes, et pour l'hôtelier ou le restaurateur et le concerné, pour que ça s'arrête. Et croyez-moi, moi, je suis vraiment très, très optimiste. Si l'État veut faire passer la loi, et à la Fondation Lalla Salma, qui a un vrai, c'est-à-dire qui est puissant dans ce domaine-là de prévention de dépistage, parce que c'est vraiment un réel poison. Si, c'est-à-dire, mon maître professeur Voltaire, c'est-à-dire, on en parle très souvent, pourquoi on n'interdirait même pas cette cigarette comme on a interdit les drogues dures? C'est-à-dire, on aurait pu le faire. Mais il y a, comme a dit Anouar et Najib, il y a un lobbying énorme. Et là, il faut vraiment déjà protéger les gens sains. Et ça, c'est-à-dire là, ce qui m'a choqué, c'est 41% de tabagisme passif. C'est énorme. Ces gens-là n'ont rien demandé et ils sont exposés comme les autres. Oui, moi, tu parles, Ali, du tabagisme passif. Moi, cette lourdeur de l'État, il faudrait que la société civile réagisse. Il faut que des associations sortent et protestent du fait qu'on n'applique pas une loi qui expose nos enfants dans les cafés, partout. Moi, je voudrais lancer, je dirais, une sorte de message à notre ministre de la Santé. Lui, il est arrivé à faire passer 3 ou 4 lois extraordinaires. La loi pour réduire le prix du médicament, la loi pour ouvrir les capitaux des cliniques pour les non-médecins. Ce jeudi, au Conseil de gouvernement, il a retiré l'autorisation d'ouvrir un cabinet. Il fallait qu'on passe par le secrétariat général du gouvernement. Maintenant, on passe que par le ministère. C'est des lois, j'imagine, qui sont beaucoup plus difficiles que la loi anti-tabac. Mais ce sont des lois qui ne font pas appel à la citoyenneté. Non, c'est plus dur. Non, mais absolument. Moi, je parlais de choses. De la société civile. Comment on peut, je parle encore une fois, comment on peut faire appliquer, lorsque je discutais avec Monsieur Evin, qui était le ministre de la Santé français, qui a fait passer la loi Evin, il m'a dit, il reste encore des incorruptibles qui refusent d'appliquer la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, on aurait les moyens? Est-ce qu'il nous faudrait des brigades? Est-ce qu'il nous faudrait une police spéciale qui passe et qui fasse appliquer cette loi? Est-ce que ça serait possible? Je termine mon idée. L'idée, s'il y avait les décrets d'application, moi qui ne suis pas fumeur, je suis dans un café,
quelqu'un qui fume à côté de moi, je peux porter plainte. Maintenant, je ne peux pas le faire, parce qu'il n'y a pas de décret d'application. Il faut que l'État m'aide pour que je puisse réagir, que je puisse réagir en tant que société civile. L'État doit d'abord faire sortir ces décrets d'application. Un cadre légal. De manière réaliste, c'est l'état des choses. Il y a beaucoup d'autres lois qu'on a du mal à faire appliquer, qui ont fait l'objet de décrets d'application, qu'on a du mal à faire appliquer. Est-ce que, sans une volonté citoyenne des gens, de la société civile, de refuser qu'on fume à côté de soi dans un café, dans un lieu public, est-ce que ça peut fonctionner ou pas? Franchement, sans aller, on peut émettre des prospectives comme ça, mais est-ce que franchement, non, sans la société civile, c'est possible? Tout à fait réaliste. On peut citer que des avantages à cette loi. Donc on sait qu'elle est bénéfique, elle préserve la santé de nos concitoyens, elle préserve la santé des gens qui visitent notre pays, en particulier les touristes qui sont choqués lorsqu'ils viennent au Maroc et voient que dans des lieux publics, les gens fument à tort et à travers. Il y a un autre élément, c'est que dans les pays européens qui ont appliqué la loi, il n'y a pas eu aucune baisse de l'activité commerciale. Parce que ce qu'on cite, c'est les lobbying, c'est-à-dire les restaurants, les bars, les cafés et tout le reste. Donc ils ont peur que lorsqu'on arrête le tabac dans les lieux publics, il y aura une baisse d'activité. Or ça n'a pas été prouvé aussi bien dans les pays américains que dans les pays européens que dans les pays asiatiques. Les gens qui ont appliqué cette loi n'ont pas eu de baisse. Si on arrive à notre contexte marocain, le contexte marocain, on a la chance d'avoir la fondation Lella Selma de lutte contre le cancer. Elle a élaboré en 2010 un plan cancer. Et sur ce plan cancer, il y avait 78 points. Et sur ces 78 points, 8 points concernaient la lutte contre le tabac. 8 points. Et ça a été ratifié par le ministère de la Santé et ils sont d'accord. Il y a aussi, au niveau du Parlement, il y a une réunion en 2013 qui a rassemblé le ministre de la Santé, tous les parlementaires des deux chambres, la fondation, les associations qui luttent contre le tabac, qui se sont réunis en 2013 et qui se sont mis d'accord sur la nécessité de lutter contre le tabac. Et donc, si on est tous convaincus, qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'il y a comme l'a dit, c'est un noir, une absence de volonté politique? Est-ce qu'il y a un lobbying? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il faut qu'on comprenne d'abord, avant qu'on agisse, si vous voulez qu'on fasse des choses réelles, mais il faut qu'ils nous disent exactement pourquoi ça passe pas. Est-ce qu'il y a un blocage? Et de quel côté? Si c'est des lobbying, donc est-ce qu'il y a des intérêts commerciaux derrière? Est-ce que c'est l'industrie? Donc je pense que c'est un débat qu'il faut lancer dans le public, que les gens agissent pour qu'on puisse aller de l'avant et au moins arriver au stade où les gens sont déjà arrivés. Vous êtes confiant? Je vous repose la même question. Ensuite, on va parler du prix de la cigarette. Je suis confiant parce que moi... On pourrait faire appliquer cette loi. Je parle dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. On mettrait un numéro vert, on mettrait une police du tabac, pourquoi pas. Et moi, en tant que citoyen... Ça coûte de l'argent, mais ça rapporte de l'argent aussi. et c'est-à-dire, moi, au non-fumeur, là, je vais être à côté d'un fumeur. Là, j'appellerai le numéro vert pour dire, attention, il y a dans le café un tel, il y a des gens qui fument, et on viendra verbaliser ce café-là. Et là, je suis sûr, s'il paye une forte amende, la prochaine fois, il ne va pas s'amuser avec ça. Et c'est comme ça que ça s'est passé en France. Parce qu'au début, c'était pas gagné, les pubs surtout, dans les cafés, les restaurants, mais là, allez-y, il n'y a plus personne qui fume, parce que tout le monde a peur de cette fameuse amende, qui, je ne me rappelle pas du chiffre, mais qui est de centaines, voire de milliers d'euros. Oui, il faut être conscient. J'imagine juste le processus juridique, le processus de contravention de quelqu'un qui appelle. Il faut que ça soit du flagrant délit, il faut aller voir. C'est pour ça que je vous parle de culture. Est-ce qu'on est prêt à faire appliquer une... Bien sûr. Je serais plus que favorable à cette loi, mais alors comment la faire appliquer? Moi, je vais dire le contraire. Supposons qu'on n'est pas prêt. Il faut commencer. Commencer par éduquer les gens. Moi, je donne toujours l'exemple. Il y a quelques années, les gens ne mettaient pas le casque sur le motocycle. Lorsqu'on voit les chiffres, c'est vrai, le nombre... C'est pas encore le cas. Non, je vais le dire. Parlez plus de la ceinture de sécurité que le casque. Je vais vous dire, le casque et la ceinture de sécurité, je termine. Il se peut qu'il y a toujours les 4000 accidents mortels par an, mais ils sont moins graves. Il y a moins d'accidents graves qu'auparavant, parce qu'on implique. C'est vrai. Non, mais ça, on voit ça dans les accidents. C'est pas les deux roues. Je vous parle de la ceinture, mais pas du casque. C'est vrai, là, lorsqu'on en voit. Un exemple beaucoup plus concret. Un simple Marocain, lorsqu'il voyage en Europe ou en Amérique ou en Asie, ou dans tous les pays d'Asie, est-ce qu'il fume dans les lieux publics?
il est obligé de respecter parce que tout le monde applique la loi. Et si on commence à l'appliquer par nous-mêmes, je pense que tout le monde va suivre. C'est un effet d'entraînement. Alors parlons du prix. Ça me permet, je lis une réaction d'un téléspectateur sur la page Facebook qui nous dit qu'il a remarqué l'apparition d'une nouvelle gamme de paquets de cigarettes bon marché. Bon, il me cite des marques, je vais pas les citer bien sûr, à 12 dirhams. Alors il me cite plusieurs marques et il nous demande est-ce que ce n'est pas une politique pour augmenter le nombre de fumeurs? Parce que c'est vrai que si on peut acheter aujourd'hui un paquet, alors il y a des paquets de 10 qu'on peut acheter. Interdit. Alors que ça a été interdit, mais à un moment il y en avait. Est-ce qu'il y a des paquets à 12 dirhams? J'ose même pas imaginer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut acheter un paquet à 12 dirhams. Mais bien sûr, l'industrie des tabacs, ce qui l'intéresse, c'est faire rentrer de l'argent. Donc elle sait que si l'État augmente le prix, elle sort des cigarettes à des prix très très bas. Donc c'est, je dirais, tout à l'heure ça a été dit par Nejib, si quelqu'un fume, il atteint sa santé, c'est son droit. Mais il n'a pas à enfumer les autres et à provoquer des maladies chez les autres. Pour revenir à cette notion de loi, quelqu'un doit donner l'exemple, notamment le ministère de la Santé. On a parlé de chiffres, 10,6 milliards de dirhams pour l'État. Il faudrait qu'il y ait une étude bien documentée, faite par le ministère de la Santé, et qui montre que le coût de la prise en charge des différentes pathologies liées au tabagisme, le coût dépasse celui de l'argent que l'État gagne à travers la vente de la cigarette. Donc maintenant, la balle, c'est au ministère de la Santé de faire cette étude et qu'il la donne à son collègue du commerce ou au conseil du gouvernement pour pousser un petit peu à l'application de la loi. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui, clairement, là on arrive au prix, est-ce qu'on connaît l'impact des augmentations de prix sur la consommation de cigarettes? Et de quelle manière faut-il qu'elles soient effectuées? Parce que s'il reste encore des gammes de cigarettes qui ont un certain niveau de prix, est-ce qu'on ne va pas faire baisser en gamme les gens qui avaient un certain budget? Là on prend le cas de la France qui veut passer un paquet à 10 €, donc ça fait quand même 120 dirhams. 10 € et paquet neutre, donc avec aucune marque. Est-ce qu'on est dans une hypocrisie global absolument incroyable et qui continuera, ou est-ce que ça a un vrai impact sur la consommation? Alors là, on n'a pas d'études au Maroc malheureusement, mais les études en France ont montré que ça a un vrai impact. C'est-à-dire quand on augmente le prix du paquet de cigarettes, les gens en achètent moins parce que ça affecte leur pouvoir d'achat. Alors est-ce que ça fait moins de nouveaux fumeurs ou est-ce que ça fait vraiment baisser la consommation de cigarettes? Les études françaises montrent les deux. Les deux, c'est-à-dire qu'ils consomment un peu moins. Pas par manque de moyens en fait, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent plus se permettre, et le jeune aussi, c'est-à-dire leur bourse ne permet pas, c'est-à-dire là vous parlez à 12 dirhams, un jeune à adolescent il pourra se permettre d'avoir 12 dirhams, mais si vous me dites 200 dirhams, ça sera plus difficile, ça sera une autre histoire. Vous faites un petit peu l'avocat du diable et vous donnez l'impression qu'on va être découragé, on ne peut rien faire. Moi je pense que je pose des questions pour voir ce qu'on peut faire justement efficace. Je pense que la lutte anti-tabac doit être multifactorielle. Augmenter le prix du tabac, ça a été montré, c'est efficace. Faire des campagnes d'éducation auprès de certaines cibles, notamment les jeunes, oui. La société civile doit réagir. Le ministère de la Santé doit donner des études documentées que le tabagisme tue et que le tabagisme provoque des altérations de la santé. Donc je suis convaincu que toutes ces actions vont converger à ce qu'on fume moins dans notre pays. Alors, effectivement, il y a un effet pervers d'augmenter le prix. Ça diminue effectivement la consommation, ça c'est connu. Mais il y a aussi actuellement, avec le développement de la cigarette électronique, donc une déviation de la cigarette conventionnelle vers la cigarette électronique. Il y a une étude. C'est pas pour tout le monde aussi la cigarette électronique. En France, il y a une étude qui a été faite en 2014. Elle a montré que 98% des gens qui vapotent, qui fument la cigarette électronique, fument ou ont fumé avant la cigarette conventionnelle. Les motivations de ces gens qui ont pris la cigarette électronique, c'était en premier lieu d'abord la dépendance à la nicotine. Ils voulaient avoir moins de dépendance, donc c'est un moyen de sevrage. Ils s'auto-sevrent eux-mêmes. Et deuxième élément, c'était le facteur prix. Parce que la cigarette électronique en France coûte moins cher pour la consommation qu'une cigarette conventionnelle, vu que les prix ont flambé et qui ont dépassé donc des chiffres qui sont très élevés.
Dans un sens, l'agence d'ailleurs, le Haut Conseil de santé publique en France recommande la cigarette électronique justement comme porte de sortie pour le tabagisme, comme porte de sortie. C'est un moyen, solution de sortie, mais pas d'entrée dans le tabagisme. Donc les gens qui fument énormément, donc qui sont très dépendants de la nicotine et du gestuel, donc pour le tabac, donc commencent à prendre la cigarette électronique pour réduire leur consommation à la cigarette conventionnelle, qui est connue bien sûr très cancérigène, beaucoup plus nocive que la cigarette électronique. Mais ce n'est pas une recommandation qu'on fait, nous, les spécialistes, parce qu'on préfère qu'on arrête tout le tabagisme. On applique d'abord dans notre pays la loi. L'interdiction, c'est déjà pas mal. Si on fait une loi qui ne va coûter rien à l'État, qui va coûter rien, pratiquement 0 dirham. Au contraire, ça va rapporter. Oui, bon, ça c'est un autre débat. Comment respecter une loi, ça c'est l'affaire des autorités. Oui, c'est important, mais parce que si on fait passer la loi et qu'on l'applique pas, on va être encore. Oui, mais il faut franchir le pas. Oui, c'est le préalable. On est bien d'accord. Oui. Non, en fait, ça pour nous c'est une évidence, parce que c'est un vrai poison, ce qu'on voit tous les jours en tant que cancérologue, c'est vraiment alarmant. Et donc pour nous, c'est-à-dire c'est une vraie urgence de faire passer cette loi. Pour parler tout à l'heure. C'est pour ça que je vous pose des questions. Alors je me fais absolument pas l'avocat de la cigarette. C'est juste, je me fais l'avocat des processus efficaces, c'est-à-dire voilà réalistes dans la culture, dans notre culture. Est-ce que c'est vraiment, enfin de quelle manière il faut cette loi, mais de quelle manière peut-être marocaine la faire appliquer. Et j'aimerais juste revenir sur le prix du paquet. Est-ce qu'aujourd'hui le prix du paquet, est-ce que les cigarettes sont assez chères au Maroc? Non, elles sont accessibles, on l'a bien vu. Est-ce qu'il faut augmenter le prix de manière drastique et uniformiser ce prix-là? Moi, je pense que pour le Marocain, excusez-moi Najib, le Marocain, si on le touche dans sa poche, il le sent, le niveau de vie. Donc je pense que ça va être très efficace si on continue à augmenter le prix de la cigarette. Mais il y a aussi le risque de développer donc un marché parallèle, comme l'avait dit, le détail, la contrebande de la cigarette, qui est beaucoup plus grave parce qu'on a 15% des cigarettes au Maroc qui proviennent de la contrebande. Et dans le sud de l'oriental, c'est à peu près 70%. C'est encore plus grave que la cigarette. Et en plus, elle est toxique, elle ne rapporte plus rien à l'État. Et donc c'est ça le problème majeur. Donc il faut d'abord commencer par la loi. Je pense que l'application de la loi est le prélude à toute action de lutte contre le cancer. Parce que, ou contre les maladies liées au tabac, au tabagisme en général, mais je parle de cancer en particulier puisque je suis un cancérologue. Donc il faut lutter d'abord, appliquer la loi, mais agir également en parallèle par des moyens comme l'augmentation du prix, comme il y a les programmes, il y a des chartes qui sont faites pour des entreprises pour lutter contre le tabac, qui leur donnent donc des labels qui sont des labels d'entreprise sans tabac, entreprise sans tabac, etc. Donc il faut, je pense, développer ce facteur. Vous remarquez à quoi je veux vous amener. C'est une équation qui n'est pas simple. C'est-à-dire, on l'a bien vu, augmenter le prix, on a peur d'augmenter la contrebande. Appliquer la loi, après peut-être qu'il va y avoir encore une fois les cafés qui vont venir. Tout cela est quand même délicat, même si on est tous d'accord sur la nécessité de faire baisser ça. Autre moyen qui est utilisé, c'est campagne. Alors là, on va parler de prévention au-delà de ces mécanismes-là. Les photos sur les paquets, on n'a pas vu ça chez nous, montrant des photos absolument abominables, il n'y a qu'à voir les paquets de cigarettes à l'étranger. Est-ce que ça fonctionne aussi? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que c'est le genre de choses qu'on peut voir arriver aussi au Maroc et qu'il faut faire arriver? Le tabagisme, en fait, c'est une maladie psychologique, c'est une addiction, c'est de l'accoutumance. Et malheureusement, je dis au jour d'aujourd'hui, j'ai des amis, même cancérologues, qui sont des fumeurs, et c'est-à-dire ils n'arrivent pas à s'en passer. Et donc les gens doivent déjà se mettre dans la tête que c'est une maladie psychologique et ils ont besoin d'un soutien psychologique. Et ils ont besoin de voir un spécialiste, c'est-à-dire pour la désintoxication, comme on parle. Et on a des addictologues? Oui, on a des consultations de tabacologie, carrément. Dans tous les CHU, même il y a certains psychiatres et psychologues qui ont la compétence dans la matière. Et c'est-à-dire les gens qui veulent vraiment arrêter de fumer doivent se rapprocher de ces spécialistes-là pour les aider. C'est pas facile. C'est peut-être facile pour un jeune qui vient de commencer ou qui a fumé quelques cigarettes, mais pour c'est-à-dire quelqu'un qui a fumé 20 ans, 30 ans, c'est pas du tout évident. C'est-à-dire nous on parle aujourd'hui comme des spécialistes, mais les gens qu'on voit qui ont des cancers,
ils nous disent laissez-nous fumer. On sait qu'on va mourir, qu'on est foutu, on le savait avant. On leur disait, c'est-à-dire, vous l'avez cherché, vous avez fumé pendant 30 ans, 40 ans. Oui, mais on dit on ne pouvait pas. On a essayé, certains ont arrêté 1 mois, 6 mois, 3 mois. Donc c'est un problème de comportement, c'est un problème de dépendance et il faut un soutien et une aide particulière. Cette addiction, là, vous dites quelque chose qui est quand même assez incroyable parce que nous, de la prévention, vous avez des cancérologues et qui fument. Et alors, si eux, qui connaissent exactement le mécanisme, ce que ça fait, même au niveau cellulaire, qui savent très bien l'appréhender, et que nous, on doit sensibiliser les gens, on voit bien que c'est une addiction. Voilà. Et est-ce qu'on a les moyens de la prendre en charge? Vous nous parlez de tabacologie, d'addictologie, mais... Oui, ce que dit Ali Tahri est vrai, mais ce qu'il ne faut pas omettre, c'est que chacun de nous, tous les quatre, chacun a son métabolisme, il a sa physiologie. Lui, il peut fumer pendant 25 ans et n'aura jamais de cancer du poumon. Je peux fumer pendant 5 ans et j'aurai le cancer. Donc c'est pour ça qu'il faut dire que la cigarette, elle est dangereuse pour la santé. C'est clair et net. Moi, par rapport la question, et je voudrais y insister par rapport aux moyens un petit peu d'aider à ce que les gens sachent que la cigarette est dangereuse et l'application de la loi. Il y a un de vos confrères, j'ai lu, il a sorti un titre, Tabagisme au Maroc, l'assassin agit en toute légalité. Qu'au moins, si on applique la loi, l'assassin saura qu'il y a une loi, et qui sera appliquée sur celui qui fume ou qui enfume les autres. En général, la majorité des gens qui fument ont cette volonté d'arrêter de fumer. Malheureusement, les causes d'échec au sevrage au tabac sont liées essentiellement à la dépendance à la nicotine. Il y a aussi le facteur gestuel. Donc il y a actuellement toute une panoplie de moyens pour éviter, donc pour justement arrêter. Je vais vous poser une question de jeunes naïfs, et vous l'avez dit tout à l'heure aussi, de dire mais pourquoi on n'interdit pas tout simplement le tabac? Avant d'interdire le tabac, est-ce qu'on peut pas interdire la nicotine dans le tabac? Je sais pas. Je pose des questions qui sont toutes peut-être bêtes, simples, mais est-ce qu'on n'est pas dans cette grande hypocrisie mondiale, pas seulement marocaine, mais mondiale, qui est on vend encore du tabac, c'est un marché qui est énorme, on sait que ça tue des gens, on sait que ça rend totalement addict, et notamment à travers la nicotine. On peut pas faire des cigarettes sans nicotine? Au moins pour enlever l'addiction ou pas? Je sais pas, je pose la question. Ça enlève du goût, ça enlève, je sais pas moi. On peut vivre sans industrie de tabac, c'est tout. Non, mais c'est arrêter une industrie qui rapporte des milliards. Et donc il y a des lobbies qui sont effectivement derrière, qui essaient de pousser. Et malheureusement, sans nicotine, l'industrie du tabac est morte. C'est ce que vous êtes en train de dire. On peut pas fumer le tabac plante sans avoir tous les facteurs, les produits chimiques qui sont contenus dedans. Donc, ce qu'il faut véhiculer, c'est de comprendre les bienfaits de l'arrêt du tabac. Il y a énormément d'avantages sur le plan de la santé, sur le plan de la respiration, sur le plan de l'activité, sur le plan du visuel, c'est-à-dire le rapport avec les autres, comme l'a dit tout à l'heure, le tabagisme passif. On évite d'être nocif aux autres. On a une meilleure qualité de vie et surtout, on a une meilleure survie parce qu'on peut vivre plus longtemps dans de meilleures conditions. Et ça, c'est des éléments qui sont très importants. Et on ne sent pas mauvais. Donc, le rôle justement du sevrage, c'est de réduire cette dépendance à la nicotine. Et pour la réduire, il y a des moyens, il y a des patchs, il y a des sprays, il y a des gommes. Actuellement, la dernière recommandation de la Haute Commission de Santé publique en France, paru le 22 février 2016, donc c'est tout récent, recommande la cigarette électronique comme moyen de sevrage, uniquement comme moyen de sevrage. Mais il faut l'abolir, parce que lorsqu'on est dépendant de la nicotine, on est très dépendant. On ne peut pas arrêter la cigarette conventionnelle. On peut passer à la cigarette, mais pas en concomitance. On peut passer à la cigarette électronique juste pour éviter cette dépendance. Et en évitant, bien sûr, d'avoir un taux de nicotine Donc, en gros, qui reste vous déconseillez, bien entendu, de commencer la cigarette électronique, ça on est tous bien d'accord, de la coupler à la cigarette traditionnelle, et mais d'en par faire contre, la publicité. pour des gros fumeurs
qui veulent essayer d'arrêter de fumer, vous êtes en train de nous dire que ça peut être un moyen de sortir. C'est la dernière recommandation Oui, de la dernière Commission. ne veut pas dire Oui. que la cigarette électronique est moins nocive que la cigarette Elle est conventionnelle. toujours C'est une porte de sortie, c'est-à-dire pour un petit Elle moment. peut, oui, au conditionnel. Elle est être aussi d'importance. nocive, mais à moindre nocivité que la cigarette conventionnelle. Ça, c'est la dernière recommandation. C'est un élément sur lequel il ne faut pas trop faire de la publicité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on banalise. Le risque le plus important, c'est banaliser le fait de fumer. Et ça, c'est un élément à proscrire de façon formelle. Si on pouvait, comme j'ai dit tout à l'heure, arrêter cette industrie de tabagisme, ça serait l'idéal. Parce qu'on va, mais malheureusement, il y a toute une industrie qui est illicite, les drogues et tout le reste, donc l'alcool, etc. Donc c'est des choses qu'on sait qu'ils sont nocives pour la santé des personnes, mais qu'on n'arrive pas à juguler. Mais au moins, il faut que les gens soient informés. Il faut que l'information soit un élément très important et que ce soit un choix individuel et qu'un choix individuel ne donne pas donc des répercussions sur l'entourage et sur les personnes qui ont choisi le contraire. Est-ce qu'en tant que docteur, professeur, vous pouvez nous redonner ces indicateurs qui font que des gens disent « bon bah j'ai fumé depuis 20 ans, ça sert à rien d'arrêter, de toute façon ». Est-ce qu'aujourd'hui, quand on arrête, quand on a été fumeur 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand on arrête, je sais que la capacité de régénération de notre corps est quand même assez impressionnante. Pouvez nous redonner encore, on parle d'espérance de vie. Lorsqu'on arrête, qu'est-ce que ça fait concrètement? Quand on arrête, c'est-à-dire les cellules commencent à s'oxygéner, tout simplement. Parce que là, avec le goudron, c'est-à-dire c'est-à-dire les cellules ne respirent plus bien, les cellules pulmonaires, et donc ça donne au niveau de l'organisme de l'hypoxie, c'est-à-dire qu'on ne reçoit plus l'oxygène, et les gens commencent à s'essouffler plus facilement. Donc là, les gens commencent à devenir moins essoufflés, à pouvoir faire de l'activité physique qu'ils ne faisaient pas avant, à être plus performants dans toute leur activité quotidienne. Il faut passer un cap. Ça, tous les fumeurs le savent. C'est-à-dire quand ils arrêtent, les premiers jours sont difficiles, surtout à cause de la dépendance nicotinique. Mais une fois le cap de 1 mois passé, c'est-à-dire c'est-à-dire doucement, ça rentre dans l'ordre. Mais il faut de la volonté et beaucoup de volonté. Ça, c'est très important. Je donne un indicateur très important et tous les fumeurs le connaissent. C'est cette toux matinale qui est gênante lorsqu'ils se réveillent. Dès qu'ils arrêtent de fumer, avec le temps, ils n'ont plus cette toux matinale, ils donnent une meilleure qualité de vie. Chez les gros fumeurs, le risque de cancer du tabac, il est multiplié par 4. Cancer du poumon, cancer du poumon, il est multiplié par 4 par rapport à une population normale. Lorsqu'on arrête de fumer, ce risque baisse, effectivement. Il n'arrive jamais au risque 1, qui est celui de quelqu'un qui n'a jamais fumé, mais il baisse de façon très significative. Et donc, c'est déjà un élément incitatif à arrêter de fumer le plus précocement possible. Parce que lorsqu'on arrête après 20 ans ou après 12 ans, c'est beaucoup, donc il y a le bénéfice inférieur par rapport aux gens qui arrêtent au bout de 5 ou 10 ans. Les enfants. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure du taux de mineurs, qu'on a 500 000 mineurs qui fument. C'est des estimations, encore une fois. Mais est-ce qu'on a une idée, encore vous avez des téléspectateurs qui vous regardent, beaucoup de gens fument devant leurs enfants, en présence de leurs enfants, ce qui fait du tabagisme passif. Est-ce qu'on a une idée de l'impact comportemental que ça a des parents qui fument tous les deux? Est-ce que les enfants sont sûrs d'être fumeurs plus tard? Est-ce qu'il y a quand il y a un parent fumeur, est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a des études comportementales à ce niveau-là? Il n'y a pas d'études, mais ce qui est sûr et certain que le père ou la mère, c'est l'exemple pour les enfants. Et donc, quand on voit son père ou sa mère fumer, c'est un fumeur potentiel. Ça, c'est assez logique et assez simple. Et ce que je recommande aux gens, c'est de commencer la sensibilisation le plus tôt possible chez les enfants, dès l'âge de 6-7 ans, pour déjà les mettre dans le bain. Parce qu'une fois qu'ils arrivent à l'adolescence, et c'est là où le problème se pose, les adolescents, il y a de la rébellion. C'est-à-dire, même s'ils savent qu'il y a un problème, qu'ils ne doivent pas le faire, ils doivent se montrer matures, adultes, et ils croient dans leur esprit, devant leurs copains, leurs copines, que c'est ça qui fait en fait la maturité de fumer. Et donc, il faut commencer en amont de cet âge-là, comme ça, une fois cet âge-là, où les barrières, où il n'y a plus de dialogue, déjà c'est rentré, c'est-à-dire c'est vraiment entériné, ce problème-là. Oui, ça peut paraître naïf, et ce terme, on l'a dit beaucoup. En tant qu'association marocaine d'information médicale, on a fait beaucoup de conférences dans des écoles. Il y a une phrase que nous répétons toujours, parce que les enfants nous disent « Comment arrêter de fumer ?» On répond tout simplement, il ne faut pas commencer de fumer. Ouais. C'est la meilleure façon. Mais ils posent la question pour leurs parents. Et de deux, moi je pense que ce qui
pourrait pousser un adulte à arrêter de fumer, c'est lorsque les enfants commencent à faire des remarques. Donc, je dirais, c'est peut-être par le biais des enfants, des épouses, des époux, qui peuvent agir au niveau de la famille. C'est une action, je dirais, civile et sociétale. Malheureusement, le fait de fumer devant des enfants induit donc un mimétisme chez les enfants. Donc c'est tout à fait C'est comme logique. brûler un feu rouge. Et puis il faut savoir que le tabagisme passif chez l'enfant est très dangereux parce que ça induit des troubles respiratoires qui peuvent aller jusqu'à l'asthme ou des maladies respiratoires chroniques qui vont greffer tout l'avenir de ces enfants. Rien qu'un petit mot, parce qu'on a parlé de la cigarette. Hier, j'ai lu, je crois que c'est aux États-Unis, qu'une cigarette électronique a explosé dans la bouche du fumeur. Donc il y a d'autres dangers qu'on ne connaît pas et qu'on connaîtra bientôt. Merci de la cigarette électronique. D'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre ce sujet qui est vaste et qui malheureusement va faire encore l'objet de débats pendant très longtemps. Excellente soirée sur Média TV, la rediffusion à 22h40 comme tous les soirs si vous nous avez pris en route et on se retrouve demain.